Vous regardez Croissance verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, les défis liés au changement climatique exigent l'adoption de pratiques agricoles résilientes pour assurer la pérennité de la production horticole. Dans la région des Niayes, essentielle pour ce secteur, des initiatives concrètes sont déployées pour préserver cette richesse agricole. L'équipe de Croissance verte s'est rendue sur place pour découvrir les solutions mises en œuvre. Vous le découvrirez dans un instant dans notre reportage et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce sujet crucial, nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé avec une belle année qui commence et donc bon vent à Croissance verte. Merci Monsieur Diagne, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction la région des Niayes, c'est un reportage signé Régis Moukila et Moussa Ndir. La zone de Niayes, bande côtière qui s'étend de Dakar à Saint-Louis sur 180 km de long, présente des caractéristiques biophysiques favorables aux productions maraîchères. Elle assure à elle seule près de 80% de la production nationale en légumes frais. Cette zone, riche en eau, favorise ainsi la culture maraîchère. Elle est impactée par les effets du changement climatique. Aujourd'hui, quand on parle de la zone des Niayes et de la production et des variations de production liées au changement climatique, on n'a pas de solution clé en main. Ce qu'on sait, c'est que les producteurs de la zone des Niayes savent produire et savent bien produire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec le changement climatique, il fait de plus en plus chaud, ils ont des attaques de ravageurs, ils doivent mettre plus de produits. On voit de plus en plus de producteurs qui, eux, décident de se tourner vers l'agroécologie ou la production biologique avec plus ou moins de succès. L'autre chose, l'autre potentielle réponse, c'est la gestion intégrée de l'eau. Et pour ça, il faut qu'il y ait des concertations entre les différents utilisateurs. Et dans le cadre de la zone des Niayes, il n'y a pas que des agriculteurs qui utilisent la ressource en eau. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait dialoguer des agriculteurs, des industriels, des communautés territoriales qui ont aussi des intérêts qui peuvent être divergents ensemble pour voir qui utilise quoi, comment. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une solution parfaite. Considéré comme un des poumons verts du Sénégal grâce à ses nombreuses productions vivrières, des ONG et certains membres de la société civile sont en première ligne dans la préservation de cet espace. Plusieurs démarches ont déjà été entamées à cet effet. Il y a beaucoup d'ONG, d'organisations de la société civile qui actuellement se mettent à faire un plaidoyer, font un plaidoyer qui est très important pour une meilleure gestion du territoire des Niayes. Parce que quand on est dans une zone qui produit 80% de tout ce qui est légumes pour un pays, c'est absolument important qu'on conserve cette zone-là. C'est une question de sécurité alimentaire importante. Et pas seulement pour les villes qui sont entre Dakar et Saint-Louis, pour l'ensemble du pays. On s'est rendu compte récemment, en faisant un travail en Casamance, que dans un marché comme le marché de Bignona, la majorité des légumes vendus à Bignona viennent de la zone des Niayes. Donc cette zone-là, elle alimente vraiment tout le Sénégal et la préserver est absolument critique. La solution, je ne l'ai malheureusement pas. Et il va falloir qu'il y ait plus de moyens mis dessus. Une des choses qui est très impressionnante, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas combien d'eau est pompée chaque jour, chaque année, dans cette zone-là. Comment vous voulez gérer une ressource quand vous ne connaissez même pas l'étendue de son utilisation? Donc il y a des recherches très basiques que l'on pourrait commencer à faire pour mieux aider à la gestion de cette zone. À Dakar, dans certaines communes de la capitale, comme à Cambérène, de nombreux espaces verts ornent les différentes ruelles. Certains maraîchers et fleuristes ont élu domicile en développant des activités génératrices de revenus, notamment l'horticulture. Charles et son frère Moussa sont installés ici depuis plus de 15 ans. Ils cultivent plusieurs variétés de légumes et doivent s'adapter aux impacts des effets climatiques.
Ici, on cultive la salade, l'aubergine, les choux et encore les tomates et le piment. À cette période, c'est difficile. Tu peux cultiver, mais le rendement c'est moins. On cultive pour gagner un peu en attendant l'hivernage arrive. Mais c'est pourquoi, toujours, on est en train de faire les salades et les consorts qui peuvent résister avec le soleil. Nous avons surpris les deux frères en pleine récolte. Après 2 mois d'attente, la laitue peut enfin être sortie de terre pour être commercialisée. Une plaque composée d'une vingtaine de boules de laitue est vendue à 5 000 francs CFA, soit environ 7 €. Cependant, nos maraîchers ont développé une forme de résilience face aux défis des chocs climatiques, notamment sur la problématique des ressources en eau. L'approvisionnement en eau est difficile ici. Les robinets sont fermés et le lac qui servait de ressource s'est complètement asséché. L'accès à l'eau est très difficile ici, surtout avec cette chaleur. Nous sommes obligés de nous donner beaucoup de mal pour arroser nos plantes. Derrière là-bas, il y avait un lac qui nous permettait de prendre de l'eau et de travailler tranquillement. Mais avec ces changements climatiques, le lac a presque disparu. Nous avons donc installé une pompe à eau. Cependant, cette machine nous coûte beaucoup cher. Nous dépensons plus de 10 000 francs CFA par mois pour 20 litres d'essence. C'est difficile pour nous, surtout que nous ne gagnons pas assez. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons continuer à produire. Même son de cloche chez nos amis fleuristes. Pour pallier le manque d'eau, Abdoulaye n'hésite pas à utiliser l'eau de mer. Une décision qui s'est avérée fatale pour certaines de ses fleurs, mais bénéfique pour d'autres en raison de la forte teneur en sel. Nous n'avons presque pas d'eau ici. Avec le temps, nous avons appris à nous adapter. Mon équipe et moi allons plus loin pour prendre l'eau de la mer. Cette eau est bénéfique pour certaines de nos plantes, notamment les cocotiers. Cependant, au début du processus, nous avons perdu plusieurs plantes à cause de cette eau. J'ai dû m'équiper d'une pompe à eau bon marché pour pouvoir continuer mes activités. Tout est difficile ici, mais j'espère que les nouvelles autorités penseront à nous. Nous faisons tout notre possible pour nourrir notre famille. Un autre problème rencontré par ces agriculteurs est lié à la fertilité des sols. Ce phénomène impacte lourdement leur production, voire la réduit considérablement. Tant qu'on cultive, la terre devient un peu clean. Ce n'est pas rentable tellement comme ça. Mais si on prend les déchets des chevaux et on tourne ça, ça devient plus rentable. Alors vous êtes obligé de nourrir le sol? Oui, nourrir le sol comme ça. Pour enrichir le sol et assurer une bonne production saine et rapide, Abdoulaye a réfléchi avant de s'installer à Cambérène. Ce spécialiste des espaces verts récupère de la terre située derrière une usine de fabrication d'engins électroniques. Ces gravats se sont révélés sans danger pour ces plantes. Cette terre est très riche en engrais, c'est pourquoi nous payons certains chauffeurs pour nous les livrer. Nous en avons grandement besoin. Nous mélangeons cette terre avec des feuilles mortes que vous voyez ici, car elles sont très efficaces pour nos plantes. Étant donné que les terres ici ne sont pas très fertiles, je mets ces plantes dans des bacs bleus et je les arrose tous les 2 jours. Les plantes poussent à une vitesse incroyable. Au-delà du changement climatique, plusieurs agriculteurs sont confrontés à l'acquisition des titres fonciers. Au niveau de l'IPAR, Think Tank, plusieurs recherches sont menées pour favoriser une agriculture plus responsable. Dans les travaux que l'on fait à IPAR, une des pistes de solution, c'est la question de la gouvernance foncière. Parce que si on a une bonne gestion du territoire, on peut allier des zones à des types d'utilisateurs et avoir, selon le type d'utilisateur, une idée de ce qu'ils utilisent comme ressources et pouvoir mieux gérer la ressource de façon indirecte.
Donc on travaille énormément sur la question de gouvernance foncière et on sait que la zone des Niayes, c'est une zone qui est très menacée par la pression d'urbanisation et que les agriculteurs sont poussés de plus en plus loin par l'urbanisation et les villes qui s'étendent. Face aux impacts du changement climatique, les agriculteurs de la zone de Niayes rivalisent en ingéniosité pour maintenir leurs activités. Toutefois, les défis tels que la rareté de l'eau et la dégradation des sols exigent des solutions globales et durables pour assurer la sécurité alimentaire et préserver ce poumon vert essentiel pour le Sénégal. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, tout d'abord, quelle lecture faites-vous des différentes initiatives maraîchères présentées dans ce reportage que nous venons de suivre? Oui, je fais le constat qu'il y a une préoccupation très grande par rapport à cette zone des Niayes. Malheureusement, cette position géographique, elle est stratégique pour le Sénégal. Comme elle a dit dans le reportage, c'est 80% donc des produits horticoles viennent de cette partie du pays. Ça veut dire qu'il y a un besoin réel de le conserver. Malheureusement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, il n'y a pas véritablement des études sur l'impact environnemental par rapport à ces exploitations. Et c'est une longue bande qui est là, qui est importante et qu'on doit préserver. Malheureusement, on subit beaucoup d'attaques parce qu'au fur et à mesure, cet espace donc diminue et on a aussi donc une situation qu'il faut savoir aussi anticiper. Quel type de culture horticole domine dans cette zone et qu'est-ce qui justifie cela? Bon, le sol déjà est de bonne qualité. Il y a aussi la proximité par rapport à la nappe d'eau, donc qui n'est pas trop profonde. Maintenant, si on a cette intensité donc de cultiver beaucoup de légumes, beaucoup de produits donc horticoles, il y a, au fur et à mesure aussi, il y a l'utilisation aussi donc d'engrais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'utilisation de pesticides. Mais aujourd'hui, si on ne parvient pas à gérer donc ce potentiel donc en productivité, il faudra donc s'alarmer parce que soit il faudra se tourner vers une agriculture avec l'agriculture comme on dit bio et maintenant voir aussi quel est aussi donc le potentiel hydrique. Jusqu'à quand on pourra avoir donc ce pic de productivité au niveau de cette zone des Niayes. Et selon vous, comment le changement climatique affecte-t-il la production horticole dans la zone de Niayes de manière générale? Je pense que le problème majeur c'est l'eau. On ne peut pas cultiver s'il n'y a pas d'eau. Donc il faudrait trouver des techniques donc, de gestion et d'économie de l'eau. Si on ne parvient pas à identifier exactement le potentiel hydrique donc, de cette zone-là, qu'est-ce qu'il y a donc comme utilisation? Quelle est la quantité, le nombre de mètres cubes sur l'année et selon les périodes aussi? Parce que s'il n'y a pas aussi donc, ce renouvellement donc, des nappes d'eau ou bien de la nappe souterraine, ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'exploitation va continuer, chaque fois il y a cette intensification donc, des productions donc, horticoles. Ça veut dire qu'on va donc tirer encore plus de la nappe pour pouvoir donc arroser donc, les plantes horticoles. En attendant d'endiguer cette problématique, quelle technique agricole résiliente efficace pour répondre à ces défis? Je pense qu'il faudrait aussi associer les recherches parce qu'il y a beaucoup d'espèces donc de légumes donc on peut faire en sorte de pouvoir on peut retravailler, c'est-à-dire que dans les laboratoires qui puissent donc tenir par rapport à des températures aujourd'hui, s'il y a trop de soleil comme les aubergines et tout cela. Maintenant, il faut que cela aussi soit partagé avec le savoir aussi de ces horticulteurs. Ce qui est fait comme travail de recherche puisse servir pour qu'on puisse à terme avoir des variétés et des semences aussi donc pour ces différentes donc, productions, carottes et autres, qui soient donc résistantes et qui puissent aussi s'adapter au changement climatique. En parlant de variétés, comment les agriculteurs peuvent-ils diversifier leurs pratiques pour maintenir la production horticole? Bon, tout dépend parce qu'aujourd'hui c'est la fréquence donc, et l'approvisionnement. Ça veut dire qu'il y a différentes périodes de l'année. S'ils arrivent quand même à pouvoir, on peut faire une sorte d'alternance, qu'il y ait un approvisionnement aussi régulier, mais il faut aussi que le sol puisse aussi, à un moment donné aussi se reposer. Mais s'il y a donc cette intensité, il faudrait trouver un mécanisme pour qu'on puisse soit, par exemple, qu'on fasse des alternances. C'est-à-dire on prend sur une bande de, je sais pas, de 10 km, sur
chaque 2 km, voilà ce que nous allons faire. L'année prochaine, on change. Ça permet à ce qu'on ne va pas prendre donc, tous les minéraux, toujours pour la même espèce donc, de légumes ou bien donc, de salade, par exemple. Revenons à la problématique de l'accès à l'eau. Comment relever ce défi aujourd'hui pour les horticulteurs et les agriculteurs en général? Aujourd'hui, il faut qu'on sache exactement ce qu'il y a comme potentiel. Il faut faire aussi des études de sol. Quelle est la qualité de sol? On a bien vu que dans le reportage, il y a certaines plantes qu'ils ont commencé à adopter parce qu'ils peuvent accepter un certain taux de salinité, comme certains palmiers, rogniers et autres. Mais d'autres espèces de plantes ne peuvent pas supporter donc ces salinités. Le taux de pH va les tuer, donc ils ne pourront pas donc grandir. Donc il faudrait qu'ils puissent aussi savoir, comme l'Institut comme NIPA peut beaucoup contribuer pour faire qu'il y ait donc des travaux de recherche, qu'on sache exactement quelle est la qualité des sols, quelle est la tension hydrique aussi qui est donc faite donc sur cet espace de la zone des Niayes. Alors, quelle infrastructure mettre en place pour soutenir durablement les agriculteurs, les horticulteurs face aux défis du changement climatique et face à ces autres défis, c'est-à-dire l'accès à l'eau et également aux nutriments nécessaires pour leurs plantes? Oui, vous savez, je pense qu'ils ont bien la méthode. Mais une chose qu'on n'a pas eu un peu à voir dans le reportage, c'est qu'il y a une quantité de cette production aussi qui est entre là où c'est récolté et sa destination finale. Quelle est la quantité aussi? Donc il y a peut-être un gaspillage ou bien une perte. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une gestion rationnelle. Comment on peut utiliser cette bande pour savoir que nous avons maîtrisé de la période où on a fait donc les semis jusqu'à la récolte et qu'on puisse aussi faire aussi le conditionnement qu'il faut. Il ne faut pas arriver à ce qu'on est par exemple, parce qu'on le voit sur un peu le comportement dans le marché. S'il y a une quantité exorbitante de carottes, de choux et autres, on voit que le prix est beaucoup plus bas. Mais s'ils arrivaient quand même à une bonne gestion, ils savent ce que Dakar peut absorber, ce qu'une autre région comme Thiès, jusqu'à aller dans le sud. Maintenant, le problème, c'est aussi combien on va donc garder en bonne qualité pour que ça puisse arriver donc jusqu'à des régions, dans des zones assez éloignées. Donc, il faudrait qu'il y ait carrément un bon management, donc depuis la phase de semis jusqu'à la phase de récolte, le conditionnement. Il a parlé aussi donc de l'utilisation donc par rapport donc au carburant. On peut utiliser aussi donc des systèmes de pompage par voie solaire. Mais tout cela, il faut que ce soit un programme qui soit donc bien ficelé, que eux-mêmes les acteurs se soient donc associés, que les autorités aussi donc soient autorités, les experts aussi soient autorités. Il faut qu'il y ait donc un quorum autour de cette problématique de la zone des Niayes. Justement, en parlant de ce quorum, quel rôle les autorités locales peuvent jouer dans la gestion éclairée et rationnelle de la production horticole? En tout cas, c'est une zone qu'il faudra, en tout cas, qu'il y ait une main levée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher à cette zone-là. C'est une bande qu'il faut préserver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aille vers une boulimie foncière pour donc dire que voilà, on a besoin de cet espace aussi. C'est-à-dire que c'est un espace de vie. On a besoin de cet écosystème. Comme il l'a dit, c'est une question de sécurité alimentaire. Le plus nous allons jouer avec cette situation favorable qui permet d'avoir donc beaucoup de produits horticoles pour approvisionner pratiquement l'ensemble du pays, ça nous permet d'avoir une certaine, je vais dire stabilité, je vais dire sociale. Maintenant, si on est juste dans une optique de récupérer des terres donc un peu partout, on va arriver à un moment où ça veut dire que la situation sociale va encore donc s'envenimer, la productivité va baisser parce que l'espace va diminuer, les horticulteurs vont encore aller plus à l'intérieur où il n'y a pas donc cette même qualité de sol, ni donc aussi la bonne proximité donc de la nappe d'eau. Et ça va encore créer d'autres problèmes. Là où ils devraient peut-être utiliser peu d'engrais, ils pourront utiliser encore plus. Et il y a donc maintenant beaucoup de conséquences avec ça. Alors, actuellement, quelles sont les perspectives d'évolution de la zone des Niayes? Et si ces problèmes sont résolus, qu'est-ce que cela pourrait changer? Il faudrait vraiment se pencher sur ce problème. Parce que nous sommes dans un moment où les conséquences des changements climatiques, on ne peut plus en douter. Mais il faut faire un travail d'anticipation, mais aussi un travail donc là présent, c'est-à-dire faire donc le travail qu'il faut d'audit,
pour savoir exactement quelle est la situation aujourd'hui de cette bande des Niayes. Quelles sont les espèces horticoles qui sont cultivées, leur comportement, leur relation par rapport donc, à leurs besoins en eau, comment on peut aussi atténuer aussi donc, ce besoin hydrique avec d'autres techniques qui permettent à ce que, par exemple, certaines espèces, on peut les utiliser donc, de telle sorte qu'on a des quantités d'eau minimes, mais avec une productivité aussi énorme. On peut peut-être même penser à l'hydroponie, qu'il y ait aussi une sorte de mutation des techniques horticoles traditionnelles vers quelque chose de beaucoup plus moderne. En tant que consultant en éducation et gestion environnementale, quel est le potentiel de la production horticole au Sénégal, surtout en termes d'employabilité pour les jeunes? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réel. Ça veut dire que lorsqu'on voit des jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui se sont positionnés dans cette chaîne de valeur, là où par exemple un producteur avait des difficultés pour pouvoir vendre donc, sa production, voilà des jeunes entrepreneurs qui viennent, qui font en sorte de pouvoir acheter toutes les spéculations pratiquement. Ils font en sorte de créer une sorte de centrale d'achat et ils vous amènent votre besoin en légumes, en salade jusqu'à chez vous. Donc une dame déjà s'est engouffrée dans cette niche, mais aujourd'hui elle se fait un chiffre d'affaires jusqu'à pouvoir même installer par elle-même des points de collecte, des points de stockage pour répondre à la demande au plus proche du besoin du consommateur, de prendre la production dans la zone des Niayes pour l'amener jusqu'à chez vous. Donc vous appelez, vous faites une commande, elle vous livre 15 kg, elle vous livre 10 kg. Donc pour vous dire, ça veut dire que c'est une chaîne de valeur parce que au bord champ, on ne peut pas aller jusqu'au client. Donc elle s'est positionnée pour pouvoir faire le trait d'union entre l'horticulteur qui a produit, mais qui ne peut pas maintenant atteindre le client final. Ça veut dire que c'est une création d'emplois énorme. Et il faudrait aussi savoir exactement quel est le potentiel, donc un impact économique et social de toute la bande des Niayes. Merci Monsieur Diagne pour cet éclairage. Merci beaucoup et au plaisir donc de revenir sur le plateau. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.